Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Tim Cook aurait bien besoin d'un plombier. Des fuites assez exceptionnelles ont révélé de nombreuses informations sur les projets secrets d'Apple. Sa feuille de route pour 2026 ne fait plus vraiment de mystère. Que ce soit les futurs iPhones ou même les nouveautés logicielles, on connaît déjà une partie du programme. Alors que faut-il retenir de ces fuites ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler de l'arrivée effective de l'Apple Watch chez Free Mobile, du Japon qui force Apple à ouvrir l'iPhone et d'iOS 26.3 qui commence son cycle de bêta. Nous sommes le samedi 20 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. J'ai parlé un petit peu trop vite la semaine dernière, j'avais démarré l'émission en déclarant qu'iOS 26.2 n'était pas encore disponible. Et voilà, Apple a décidé de faire ce qu'elle ne fait quasiment jamais, elle a distribué la mise à jour le vendredi soir, juste avant la diffusion de l'émission. Donc voilà, vous êtes au courant, iOS 26.2 est disponible en version finale. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Bonjour Stéphane, oui ça va et c'est le genre de truc, juste après qu'on ait, arrêté l'enregistrement, on s'est dit non mais t'es certain que ça va pas arriver vendredi, ça il faut le dire aussi. Hein. C'est vrai, tu m'as mis en garde et j'y avais pensé en plus, hein, mais je me suis dit non, Apple va quand même pas faire ça. Et puis si. Ça arrive une fois par an. Ah, sinon, cette semaine j'ai fait une expérience pas banale, un peu du troisième type, pardon. J'ai discuté avec ton persona. Ah et oui, on te regarde un peu différente dans la rédaction depuis. Hein, on a l'impression que tu nous parles depuis le ciel. Enfin bon. Oui, c'est un peu éthéré, mais quand même avec iOS 26, VisionOS 26, maintenant le persona ressemble finalement à quelque chose. Avant, c'était vraiment dans la vallée d'étranges, un personnage un peu bizarre. Alors je sais pas comment vous m'avez trouvé, mais en tout cas moi quand je me regarde entre guillemets de face avec mon persona, ça ressemble quand même plus à quelque chose qu'avant. Hein. Non, mais c'est toi, il n'y a pas de souci, on te reconnaît, mais t'es plus impressionnant, c'est tout. Ah oui. Tu as aimé ce Vision Pro au final ? Ce que je dis, c'est que donc on a publié le test du Vision Pro M5 cette semaine sur Watch Génération. Malheureusement, je trouve que ça vise à côté, quoi. Parce que, ok, la puce M5 est plus puissante que la M2, mais c'était pas la première chose à corriger sur le Vision Pro. On aurait aimé un Vision Pro plus léger, beaucoup moins cher, parce que bon, il y a 300 € de moins, mais ça reste 3700 €, j'ai fait le calcul, hein, pour 3700 €, tu peux avoir un MacBook Pro M5, un iPhone 17, un iPad Air et des AirPods Pro 3. Donc ça fait réfléchir, quoi. Est-ce que tu achètes juste la Vision Pro ou est-ce que tu achètes tout ça ? Et puis il y a une décote qui est quand même assez violente. Hein. Les Vision Pro, les modèles M2, on avait fait un article sur ça, ça se vend moins de 2000 € actuellement. Hein. Ça fait mal. Hein. Ah ouais. Après, ce que je dis aussi, c'est que ça reste un appareil spectaculaire. Évidemment, tu peux pas comparer ça à un Mac, ça n'a rien à voir. J'apprécie beaucoup de regarder des vidéos dessus, en particulier les vidéos immersives qui sont vraiment bluffantes. Mais ça reste un appareil beaucoup trop cher à l'heure actuelle. Et aussi trop lourd et voilà, assez inconfortable. Donc à voir ce que Apple nous réserve pour le futur. On va peut-être en parler dans la suite de l'émission. Pour le moment, on va revenir rapidement sur iOS 26.2 et surtout sur Free Mobile. On en avait parlé la semaine dernière, donc cette fois c'est fait. Free Mobile prend en charge l'Apple Watch. Et ce qu'on espérait secrètement, c'est bien réalisé. L'option est gratuite pour tous les abonnés 5G. Est-ce que tu penses que ça va faire bouger la concurrence, ça ? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on avait vu le coup venir. Alors, on l'espérait, mais voilà. Et Free l'a fait une fois de plus. Mais il faut reconnaître quand même que les 5 € que facturent Orange et SFR sont sans doute les plus rentables de toute l'industrie, parce que vraiment, si tu utilises l'option cellulaire à fond sur ton Apple Watch, tu vas faire quelques centaines de mégas par mois. Donc voilà, 5 €, quelques centaines de mégas, c'était très 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 rentable. D'ailleurs, c'est pour ça que je me demande pourquoi Bouygues ne s'est jamais lancé. Enfin, les opérateurs n'avaient quand même pas grand-chose à craindre. Bon, c'est vrai qu'il fallait en contrepartie mettre en avant les montres d'Apple en boutique, mais c'était sans doute, enfin, ça en voulait la peine. Alors, je comprends maintenant aussi avec le recul pourquoi peut-être l'Apple Watch est arrivé si tardivement chez Free Mobile. On
peut éventuellement penser qu'il y a eu des négociations qui étaient un peu plus compliquées qu'avec les autres opérateurs. Free disant oui, ok, je veux bien mettre en avant ta montre dans mes boutiques, mais attention, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai moi en plus si j'offre le forfait gratuitement à mes clients. C'était peut-être quelque chose dans les négociations entre Apple et Free. Alors, il y a juste quelque chose qui est pas très clair et j'ai eu des informations contradictoires. Bon, c'est un détail, hein, mais c'est concernant le roaming. Est-ce qu'elle est censée marcher ou pas? Parce que j'ai lu un témoignage d'un utilisateur en Italie qui n'arrivait pas à l'activer, en tout cas, voilà. Ah, je t'avoue que j'ai pas suivi, ça en particulier. N'ayant pas d'Apple Watch moi-même, ni de forfait Free Mobile, je suis pas le Mais c'est une problématique compliquée de ouais, manière générale, le ouais. roaming, hein. Des fois, ça marche, ça, parce que ça dépend en plus des contrats d'opérateur à opérateur avec l'Apple Watch. Mais Donc après, voilà. est-ce que tu es si souvent que ça, en roaming à l'étranger avec ton Apple Watch sans iPhone? C'est un cas qui est Non, quand non, mais même, ça très arrive. particulier, ouais. Oui, oui, on est d'accord, on est d'accord. Ouais. On va passer, au gros sujet de la semaine, qui est cette fuite, même ces fuites, qui ont entraîné des tas de révélations sur les projets d'Apple. Alors je vous donne le contexte. Un prototype d'iPhone équipé d'une version spéciale d'iOS 26 s'est retrouvé dans la nature. Et cette version interne d'iOS a ensuite été disséquée par Macworld et peut-être aussi par MacRumors qui ont identifié plein d'appareils à venir. Ils ont aussi trouvé des infos sur des nouveautés logicielles prévues pour iOS 27 et même iOS 28. Donc ça, c'est pour la première fuite. La seconde fuite, elle vient d'un kit de débugage du noyau qui a été rendu public accidentellement. Et là encore, en fouillant dans son code, MacRumors a fait des trouvailles intéressantes, notamment un iMac qui serait équipé d'une puce M5 Max. Et puis, histoire d'enfoncer le clou, The Information a livré des détails sur les 8 nouveaux iPhones qui seraient prévus en 2026 et en 2027. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces fuites en particulier? Grande question. Eh ben, je vais te surprendre. Quelque part, pas grand-chose. Ah bon? Oui, non, On laisse-moi a la feuille de route d'Apple et... oui, mais laisse-moi t'expliquer. En fait, les produits qu'on a retrouvés dans cette feuille de route, finalement, pour la plupart d'entre eux, ce sont les rumeurs qu'on a eues ces derniers mois. Certes. Et ça me fait se demander finalement si quelqu'un comme Mark Gurman n'a pas récupéré ces fichiers quelques mois avant tout le monde. En tout cas, il y a une chose qui est effectivement intéressante que par rapport aux rumeurs, c'est que ça confirme que certains produits sont bien dans les tuyaux. Oui, voilà. Alors, voilà. Ouais. Alors, on va pas parler évidemment des iPhone 17e, des iPhone 18 ou 18 Pro, 18 Pro Max qu'on attend avec quasiment, avec une certitude, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple, c'est que l'iPhone pliable, non, ce n'est pas un fantasme, il est bien en projet chez Apple. Alors, certains en doutaient encore, mais voilà, donc, alors, le code ne permet pas de savoir quand est-ce qu'il sortira précisément, mais bon, enfin voilà, on devrait normalement avoir un joli appareil entre les mains à la rentrée de l'année prochaine. Ce qui est intéressant également, c'est que justement tu parles du Vision Pro. Alors le Vision Pro, il y a d'autres modèles sur lesquels Apple travaille, mais c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Apple travaille également à des concurrents aux lunettes Ray-Ban Meta. Là aussi, on est sur un horizon qui serait plutôt fin 2026, début 2027. Il y aura sans doute, on va dire, je pense, un délai peut-être plus important que d'habitude entre la présentation et la commercialisation du produit. C'est souvent le cas lorsqu'Apple sort un produit majeur. Et puis, il y a aussi un troisième produit dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et qui, alors celui-là, il attend peut-être même son heure déjà dans les entrepôts depuis de nombreux mois. C'est le Home Hub, alors que j'appelle de temps en temps également HomePad, mais ça sera a priori pas son nom. Ce produit, justement, c'est la fusion d'un iPad et d'un HomePod, mais principalement pour la domotique. Donc tout ça figure clairement dans les différents codes d'Apple qui ont pu fuiter par hasard. Enfin, clairement, on peut rappeler, c'est à chaque fois, il n'y a pas les noms des produits en eux-mêmes, c'est des noms de code, mais on peut relier un identifiant à un produit, quoi. Exactement. Il y a quand même d'autres choses à prendre en compte. Alors, le problème de ces noms de code et de ces fuites, c'est que Apple travaille sur des prototypes, Apple a des projets.
Tous ces prototypes ne voient pas forcément le jour. Donc c'est aussi un instantané, un moment bien précis. Mmh. Alors a priori, les codes et les bêtas datent du début d'année, ce qui est quand même, enfin, 12 mois dans l'informatique, c'est une éternité. Mais il y a quand même deux, trois choses qui sont intéressantes à noter, notamment voilà, Apple réfléchit, et ça on l'avait déjà évoqué, un iMac Pro. Il y aurait dans le code d'Apple, on aurait vu un iMac équipé, comme tu disais, d'une puce M5 Max. Donc on imagine qu'une telle puce, on va pas la mettre dans un iMac 24 pouces. On espère que ça sera plutôt dans un iMac 27 ou 32 pouces avec un écran 4K. Mm. Ça pourrait faire une belle machine. L'autre nouvelle qui en a surpris certains, moi j'étais un petit peu étonné quand je voyais les rumeurs sur notamment les nouveaux HomePod et Apple TV qui embarqueraient la fameuse puce N1 qui est en charge du Wi-Fi, du Bluetooth. A priori, Apple a, semble-t-il, décidé d'avoir une approche un peu plus prudente, c'est-à-dire elle va réserver sa nouvelle puce plutôt pour les appareils haut de gamme et les produits entrée de gamme attendront un peu. C'est un peu dommage parce que la génération de cette puce, ça voulait sans doute dire la génération du Wi-Fi 7 sur les produits Apple. Mais on sait qu'Apple est plutôt et pas forcément très très pressé pour adopter ces nouvelles normes. Et il y a eu un dernier point qui est aussi intéressant, c'est ce fameux MacBook low cost. Alors je sais pas si tu te souviens, mais c'est une rumeur en fait qui revient depuis quelques années déjà, mais elle revenait pas forcément avec beaucoup d'insistance. Voilà, on la prend vraiment au sérieux, on va dire depuis 6 mois, 1 an. Et ce que permet de voir le code, c'est qu'Apple y réfléchit depuis un certain temps parce qu'il y a justement dans ce code, on a retrouvé des prototypes de MacBook low cost avec une puce A15. La puce A15 remonte à 2021. Donc voilà, c'est pas une puce tout à fait récente. Donc voilà, ça prouve à mon avis que maintenant Apple est sûr de son coup et voilà. Et on sait d'ailleurs, grâce toujours à ce code-là, que le MacBook low cost qu'on attend pour l'année prochaine aura une puce A18 Pro. Oui, voilà, le MacBook A15, a priori, ce serait plutôt une plateforme de développement qui a servi à Apple à préparer le futur MacBook low cost A18 Pro. Exactement. Alors, j'en discutais de tout ça avec Greg et on était assez d'accord sur un point. Tout ça, ça donne quand même un sentiment de flottement complet chez Apple en ce moment. Alors, si tu ajoutes tout ça bout à bout, donc les fuites, là où on a une feuille de route ultra complète, les soucis d'Apple dans l'intelligence artificielle, les problèmes actuellement de direction, quelque part, je reconnais plus mon Apple. Là, justement, je me souviens d'une époque où le DSI se plaignait qu'Apple ne publiait pas de roadmap, on savait pas où Apple allait. Là, on peut écrire avec l'aide d'une intelligence artificielle une roadmap quasiment au mois près avec toutes les annonces d'Apple qui vont venir d'ici la fin de l'année prochaine. Alors voilà, c'est bientôt la fin de l'année, c'est bientôt 2026, l'heure des bonnes résolutions. Est-ce qu'Apple va retrouver la culture du secret l'année prochaine? C'est pas gagné, mais à voir. On va maintenant voyager jusqu'au Japon. C'est pas pour parler gastronomie ni culture malheureusement, mais on va encore parler d'Apple, car le 18 décembre est entré en vigueur le Mobile Software Competition Act, qui n'est ni plus ni moins que l'équivalent japonais du DMA. Avec iOS 26.2, les utilisateurs japonais peuvent ainsi installer des boutiques alternatives, choisir leur navigateur et leur moteur de recherche lors de la configuration initiale, ou encore remplacer Siri par un autre assistant sur le bouton latéral de l'iPhone. Alors la loi japonaise n'est pas strictement identique au DMA, elle ne s'applique pas à l'iPad par exemple, mais elle s'en inspire directement, comme quoi il n'y a pas qu'en Europe qu'on force la main à Apple. Non, mais j'ai quand même l'impression que les Japonais font mieux les choses que les Européens. En tout cas, c'est le discours d'Apple. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, on peut aussi écouter Apple et dire, je veux dire, il n'y a pas de raison. Je veux dire, il pourrait très bien dire du mal il pourrait avoir le même comportement avec le Japon. Qu'est-ce qui les empêcherait? Apple est quand même pas ravi de se plier à cette loi. Elle garde des termes très sévères en disant que ça ouvre la porte à des malwares, des trucs comme ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que c'est sans doute un meilleur compromis pour elle que le DMA. Et je pense aussi que la vision des Japonais et des Européens est assez différente, c'est-à-dire que les Japonais cherchent à réguler un marché,
les Européens, de mon point de vue, ils cherchent surtout à faire du protectionnisme juridique. Le souci du DMA, c'est que c'est flou. Et comme disait l'autre, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Les règles ne sont volontairement pas claires, et de mon point de vue, ces règles du DMA, c'est pas pour défendre le consommateur, c'est avant tout, en premier lieu, pour embêter les GAFA. Et c'est d'ailleurs, le DMA est un grand théâtre de jeu pour pour les GAFA. Tu as dans les coulisses Alphabet et Meta qui essaient de mettre des bâtons dans les roues d'Apple. Après tout, c'est de bonne guerre, mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un problème. Alors, je vais te donner un exercice à faire et c'est à mon avis l'un des problèmes du DMA, c'est Noël, il va y avoir des repas de famille. Je t'incite à expliquer le principe du DMA à ta tante, à ta cousine ou je ne sais qui. Et tu verras, le problème, c'est que tu vas commencer tes explications et tu en auras pour 10 minutes. Et à mon avis, c'est l'un des problèmes du DMA. Moi, j'ai toujours des questions avec le DMA, j'aimerais bien qu'on m'y réponde. Il y a des choses, voilà, par exemple, grâce au DMA, on peut installer autre chose que l'App Store sur son iPhone. Moi, je trouve ça très bien. Mais je pose cette question-là, pourquoi le DMA ne s'applique pas aux consoles de jeux? Parce que maintenant, pas la plupart, mais une bonne partie des consoles de jeux sont livrées, sont entièrement numériques, avec des téléchargements qui se font sur Internet. Alors pourquoi j'ai pas, par exemple, d'Epic Store sur ma PlayStation ou ma Xbox? C'est la même chose pour le Japon. Le Japon, la loi concerne uniquement les grandes plateformes Ouais. mobiles, Apple et Google, parce que c'est des plateformes qui sont jugées essentielles pour l'activité économique. Voilà. C'est vrai aussi, mais on parle de gros marchés, le marché des consoles de jeux. C'est pas un marché, voilà. Mais voilà, mais parce que l'Europe parle beaucoup d'interopérabilité. Moi, j'ai un autre souci. Pourquoi sur mon Kindle, je peux pas avoir accès à la boutique de la Fnac? C'est-à-dire que si on fait une chose, il faut le faire à fond, faut pas le faire à moitié. C'est un peu le souci. Et voilà. Et alors j'ai d'autres interrogations. Pourquoi l'iPad? Tu vois, tu vas me dire que c'est un gros marché. Pourquoi l'iPad n'a pas été concerné par le DMA dès le début? Ça, je comprends toujours pas. Autre question, parce que, moi, je suis pas forcément contre ces outils-là, mais pourquoi e-message n'est pas éligible au DSA? On a quand même des millions et des millions d'utilisateurs sur ça. Et c'est ça, et je pense que c'est l'un des soucis d'Apple, et c'est que ce sont souvent des règles arbitraires qui sont sujettes à interprétation, et des fois elles se retrouvent même contre-productives. Je sais pas si Meta se plaint tant que ça du DSA avec WhatsApp. Parce que moi, je me souviens d'avoir écrit un article il y a quelque temps à propos de WhatsApp. Donc, grâce au DSA, il va y avoir DMA. C'est le DSA ou le DMA pour WhatsApp? Le DMA pour WhatsApp. D'accord, pardon. Je m'y perds. Grâce au DMA, donc avec WhatsApp, il va y avoir il y a déjà des ponts et on peut discuter avec des utilisateurs sur d'autres messageries. Au final, moi, c'est la réflexion que je me suis faite quand j'écrivais la news. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout bénef pour WhatsApp. Parce que WhatsApp va finir par s'imposer comme la messagerie ultime. T'as pas envie d'avoir 3 ou 4 messageries, tu gardes WhatsApp et tu peux communiquer avec tout le monde. Et voilà, et je pense que l'un des soucis qu'a Apple, donc non seulement c'est une réglementation qui est floue, mais elle fait de l'interopérabilité sa boussole absolue, mais vraiment à tous les niveaux. Et on arrive parfois à des points de détail hallucinants. Mais moi, ce qui m'embête à la fin, c'est qu'on a toujours l'impression que la commission se fait mener par le bout du nez par Apple à la fin. On a eu un autre exemple cette semaine. Voilà, on va en parler un peu plus tard, mais il y a eu iOS 26.3 et WatchOS 26.3 qui sont sortis. Et là, Apple a encore, je trouve, roulé un petit peu la Commission européenne dans la farine. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir envoyer effectivement des notifications, c'était déjà plusieurs le cas, mais tu vas pouvoir établir un pont entre, par exemple, ton iPhone et ta montre Garmin pour les notifications. Mais il y a un loup, Apple a été très finot. Elle a dit, oui, alors si on met ce pont sécurisé maintenant entre l'iPhone et un autre produit que l'Apple Watch, c'est réservé uniquement à un seul appareil. C'est-à-dire que vous aurez les notifications et tout ce qui va bien avec votre montre non Apple, mais si par hasard vous aviez à la fois une Apple Watch pour le quotidien et par exemple une montre Garmin pour courir ou je ne sais quoi, il vous faudra faire un choix ou jouer en permanence avec un paramètre. Je vais finir juste sur un point. De mon point de vue,
on a malgré tout, je pense, un problème de réglementation en Europe. On l'a vu dans un tout autre sujet qu'on a traité, c'est la voiture électrique. On a annoncé en gros, on s'est dit voilà, il faut que le marché du neuf passe entièrement à l'électrique jusqu'en 2035. Ça a été fait un petit peu, on a voulu faire ça au chausse-pied. Il y a eu beaucoup de protestations, ce genre de choses, et puis voilà, en plein milieu du parcours, on fait un petit peu marche arrière. Je sais pas si c'est bien ou pas de faire marche arrière, c'est pas ça le principe, mais c'est qu'on a peut-être du mal parfois à réglementer. Et pour finir, j'ai bien peur que la conclusion sera douloureuse pour l'Union européenne à la fin, et c'est vraiment ma crainte pour l'année prochaine, parce que je pense qu'à la première grosse prune qu'une grosse société type Apple, Meta, Alphabet va recevoir, je pense que Trump va riposter, et là, malheureusement, je pense qu'on va assez rapidement mesurer toute notre faiblesse. Alors, c'est déjà le cas. C'est vrai que c'est pas forcément facile à suivre, le DMA, mais Apple a déjà reçu une amende de 500 millions d'euros au printemps dernier pour ne pas avoir suffisamment permis aux développeurs d'applications de rediriger les utilisateurs vers leurs offres sur leur site web. Et Apple, après, a fait appel de cette sanction. Il est vrai, je suis d'accord avec toi, mais je parle de montants qui seraient potentiellement un peu supérieurs, parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'on entend progressivement l'administration Trump se faire plus menaçante. Et je pense que c'est la prochaine fois, il y aura de vrais, on l'a évoqué d'ailleurs, il y aura une véritable riposte à ce niveau-là. C'est la menace en tout cas que les États-Unis veulent faire peser sur l'Europe. On va terminer le tour de l'actu avec iOS 26.3 dont tu as un petit peu parlé déjà. Donc cette version a démarré son cycle de bêta cette semaine. Quelles sont les nouveautés ? C'est pas un grand prix, il faut le reconnaître. D'habitude, on a des listes de nouveautés qui sont excessivement longues, donc effectivement, pour l'instant, il y a 2 points principaux. Donc c'est le transfert des notifications vers des appareils tiers. Et le deuxième, et ça c'est quelque chose, je pense, qui va être très agréable à tous, c'est la possibilité de transférer plus facilement ces données lorsque l'on passe d'un iPhone à un smartphone Android. Et ça marche dans les deux sens. Google a fait le travail, Apple est en train de le faire. Donc ça, c'est tant mieux. Alors, si ces mises à jour, ces mises à jour dans le sens iOS 26.3, macOS 26.3, WatchOS 26.3 sont plutôt mineures par rapport à iOS 26.2 et probablement par rapport à iOS 26.4, c'est qu'elle est quand même un peu coincée en plein milieu des congés de fin d'année. iOS 26.3 est a priori attendu pour la fin janvier. Donc le timing est sans doute un peu plus court que pour les autres mises à jour. Par contre, on sait d'expérience que iOS 26.4 sera probablement une grosse mise à jour. Enfin, la mise à jour de printemps est toujours un gros chantier. Et là, d'autant plus qu'on attend et on espère le nouveau Siri qui devrait faire ses premiers pas à ce moment-là. Un petit avertissement avec iOS 26.3, la première bêta. Donc, elle ne contient pas le profil Apple Watch chez Free Mobile. Donc, si vous êtes abonné chez Free et que vous voulez profiter de la connexion cellulaire, n'installez pas cette bêta. D'autant plus que, comme ça va être les vacances de Noël, là, les développeurs aussi d'Apple prennent des congés, c'est bien normal. Donc, la deuxième bêta ne devrait pas arriver avant début janvier. Donc voilà, il va y avoir pendant à peu près 2 semaines sans nouvelle bêta normalement d'iOS. Merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et puis bon week-end. Bon week-end, merci à tous et passez de bonnes fêtes et à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. On fera le bilan de l'année 2025 d'Apple. D'ici là, on vous souhaite effectivement de passer de belles fêtes et un joyeux Noël. Salut à tous, à bientôt.